Laisse commencer. Ok. Ça y est, Alors, c'est lancé. super, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous, merci d'être là pour cette présentation du métier Risk Management et Cyber Risk qu'on va vous présenter avec Lionel. Alors, hop, j'arrive pas à avancer mes slides. Voilà. Alors, donc on va vous faire une petite introduction de comment est composée l'équipe et comment elle fonctionne. Ensuite, Lionel va vous expliquer un peu plus la partie, donc la cyber risk clinique. Et puis moi, je vais passer sur la partie risk management. Puis après, il y aura un petit moment de questions et remarques si vous en avez. Alors, l'équipe risk management et cyber risk, donc on n'est pas nombreux, on est trois dans cette équipe. Donc, il y a Grégoire et moi-même qui nous occupons de la partie risk management et Lionel de la partie cyber risk clinique. Donc, l'équipe risk management et cyber risk, elle est inclue dans l'équipe assurance et gestion des risques, euh, qui est avec donc il y a deux sous-cercles, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a un sous-cercle vraiment où il y a cyber risk clinique et un sous-cercle où il y a le risk management advisor. Et puis, tout ça, c'est coordonné par Olivier Mutter. Donc, voilà. Et puis, du coup, je te laisse la parole pour la partie cyber risk clinique. Puis, je change les slides. Ouais, parfait, parfait. Bah, écoute, merci Alessandra pour cette introduction. Oui, alors Cyber Risk Clinic, juste en quelques mots, la petite histoire. Moi, quand j'ai rejoint l'ECO en 2021, il y avait déjà une activité liée à la cybersécurité qui était voilà, un peu prise par l'équipe Risk Management parce que c'est des sujets qui sont traités dans les analyses de risk management globaux qui sont faits et puis que Alessandra va vous présenter à la suite de ma présentation. Et il y avait aussi tout un volet assurantiel sur lequel on accompagnait déjà un certain nombre de clients en réalisant des appels d'offres pour les clients qui souhaitaient avoir des assurances spécifiques sur la cybersécurité. Mais c'est un marché qui est un peu particulier, tout ce qui touche à la cybersécurité. Les assureurs sont devenus de plus en plus frileux ces dernières années. Et pour accepter finalement de déposer une offre pour nos clients, en fait, les exigences qui sont demandées à nos clients, le niveau de conscience et puis de mesures qui doivent être en place chez nos clients n'a pas arrêté d'augmenter. Puis finalement, aujourd'hui, les assureurs demandent que de la formation, de la sensibilisation, ça soit fait, qu'il y ait une architecture et des mesures opérationnelles et organisationnelles dans les entreprises qui soient en place, avec des directives et puis des marches à suivre en cas justement d'incident ou de gestion de crise. Donc bref, on s'est rendu compte que nos clients, si on était capable finalement de leur proposer uniquement le dernier volet, qui est justement la transfert du risque vers un assureur, bah peut-être on ratait une partie un peu d'accompagnement. Et c'est dans cet esprit-là qu'on s'est dit, bah en fait, il faut être capable d'accompagner nos clients sur tous les premiers volets, c'est-à-dire la partie formation, protection, gestion de crise. Donc c'est de cette idée que finalement j'ai rejoint l'ECO, j'ai créé toute cette offre de services. L'idée, c'est pas que ça soit des choses qui soient réalisées chez l'ECO, mais mon travail était plutôt d'identifier et de sélectionner des prestataires en Suisse, parce qu'on se rend compte qu'il y a un énorme réseau de partenaires et de prestataires qui font beaucoup de choses en cybersécurité en Suisse. Et le travail, voilà, c'était vraiment d'essayer d'identifier, de sélectionner les partenaires pour que quand nos clients finalement souhaitent faire appel à quelqu'un pour réaliser une tâche, bah, que nous, finalement, on joue un peu ce rôle d'intermédiaire entre nos clients et les partenaires qu'on a identifiés et sélectionnés. Donc voilà, ça c'était juste pour la petite genèse un tout petit peu de Cyber Risk Clinic. Maintenant, en quelques chiffres, du coup, bah, on a déjà accompagné pas mal de clients de l'ECO, même certaines fois une ou deux entreprises qui n'étaient pas encore clientes de l'ECO qui avaient entendu parler un peu de cette activité de Cyber Risk. On vous a mis ici quelques exemples un peu de noms et de références d'entreprises qu'on a accompagnées. La petite histoire, c'est que du coup, comme on propose de la formation, bah, c'est la même, on propose deux styles de formation en entreprise ou en utilisant la même plateforme qui est utilisée chez Loico, cette plateforme KnowBe4 sur laquelle vous devez de temps en temps réaliser des campagnes de formation. Donc, ouais, finalement, on s'est rendu compte que en proposant cette solution en e-learning ou en entreprise, on a déjà quand même formé presque 750 collaborateurs depuis 2 ans. On a organisé aussi pas mal d'events qui donnent toujours un peu de visibilité, qui permettent vraiment de communiquer un peu autour de cette nouvelle activité, ce nouveau métier, ce nouveau service qui est proposé chez Loico. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire et puis qu'on a réalisé ces dernières années. Et voilà un petit peu pour les chiffres clés et les références.
Si tu peux passer à la slide d'après. Ici, exactement, je vous ai mis un peu un rappel, juste pour que tout le monde ait un petit peu en tête quel est un peu le processus de gestion de risque. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de présenter un peu avec nos clients. Quand les premières fois, je vais faire des rendez-vous chez les clients pour parler un peu de cette activité, j'aime bien un petit peu rappeler ce contexte et puis ce processus qui doit être un peu toujours en tête des gens dans les entreprises pour comprendre que voilà, en fait, la gestion des risques cyber, et ben, en fait, la première phase, c'est toujours d'être bien capable d'identifier quels sont les risques potentiels, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on pourrait être en tant qu'entreprise une victime d'une cyberattaque. Est-ce que c'est par rapport à la qualité de nos données qu'on a? Est-ce que c'est par rapport au type d'activité? Est-ce que c'est par rapport aux revenus que la société elle génère? Voilà, se poser dans un premier temps un peu ces questions de pourquoi est-ce que je serais une cible potentielle en tant qu'entreprise. Ensuite, il y a bien cette étape de la formation, de la sensibilisation. C'est vraiment quelque chose qui est primordial. On se rend compte que la plupart des attaques, elles proviennent et elles utilisent un peu cet élément de faiblesse qu'il y a dans les entreprises, c'est-à-dire que c'est souvent les collaborateurs qui sont un peu les points d'entrée pour que les hackers puissent rentrer dans les systèmes IT qui sont souvent très très bien sécurisés. Mais voilà, justement, c'est par la faille humaine, en fait, ils arrivent souvent à rentrer dans les systèmes. Donc vraiment, un des points clés sur lequel on essaie vraiment de sensibiliser nos clients, c'est de leur dire voilà, que si vous devez vraiment commencer par faire quelque chose, le plus important, c'est de former, de sensibiliser vos collaborateurs pour qu'ils soient bien au courant un peu de comment ça fonctionne, quels sont les risques, quelles sont les marches à suivre dans vos entreprises, quelles sont les procédures dans vos entreprises, pour que si jamais ils ont un doute, si jamais ils voient quelque chose de suspect ou si vraiment il se passe quelque chose, qu'ils sachent comment se comporter. Ensuite, c'est clair qu'il y a tout un volet un peu plus technique. C'est clair qu'il faut qu'il y ait une protection, toute une architecture IT qui soit bien sécurisée, mais que c'est aussi cette architecture, elle soit auditée régulièrement, voire qu'il y ait des outils qui permettent vraiment de détecter les moindres anomalies qui pourrait y avoir ou les moindres soupçons d'attaque qui pourrait y avoir sur ces systèmes-là. Donc ça, on va dire que c'est un peu la troisième partie un peu technique. Après, il y a toute une partie un peu humaine et puis organisationnelle, c'est que si tout d'un coup, il y a quelque chose qui devait se passer, ou soit se tenir prêt, soit avoir des plans qui sont prêts pour que si jamais quelque chose se passe, les gens sachent clairement quoi faire. Donc définir un peu les marches à suivre, définir aussi un peu les responsabilités des personnes. Donc ça, c'est souvent regroupé dans des directives ou dans ce qu'on appelle un peu des plans de continuité d'affaires ou des plans de disaster recovery, c'est un plan de continuité des affaires, ouais, je crois que c'est ça le bon terme. Et puis enfin, voilà, c'est ce que je vous disais déjà un petit peu avant, c'est que finalement la cinquième étape, c'est ce transfert du risque vers un assureur. Finalement, à la fin, une fois qu'on pense avoir déjà vraiment fait toutes ces premières étapes, l'idée d'avoir une assurance cyber, en fait, ça permet vraiment de transférer ce risque qu'on appelle un peu le risque résiduel, qui fait que si tout d'un coup on a une assurance cyber, l'assureur va nous permettre de couvrir un certain nombre de frais, de dommages qui pourraient être causés par cette attaque, et puis donner vraiment maintenant ces assureurs dans les offres qu'ils proposent, ils ont aussi la capacité de proposer des services et des solutions supplémentaires, comme justement un accès à un numéro, à une hotline 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui vont vous permettre de discuter si vous êtes une entreprise qui a été attaquée avec des experts qui vont vraiment vous accompagner, vous dire un peu quelles sont les bonnes actions. Ils peuvent vous aider aussi à faire un rapport, une analyse aussi de comment est-ce que l'attaque elle s'est passée et puis pourquoi est-ce qu'elle s'est passée pour essayer de corriger les failles. Donc voilà, aujourd'hui, l'utilité d'une assurance cyber, elle est claire, mais voilà, il faut toujours avoir en tête ce cercle un peu d'action. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, si on arrive à passer à la slide d'après, c'est ce qui nous a amené un peu à créer cet ensemble de gamme de services que je vous ai décrit un petit peu ces dernières minutes. Voilà, c'est qu'en gros, il y a 4 piliers. Il y a un premier volet sur la formation. Et dans la formation, on propose du coup un accès à cette plateforme e-learning, la plateforme e-learning KnowBe4. Et avec un partenaire, on aide nos clients à paramétrer, personnaliser toute la plateforme pour qu'ils puissent gérer vraiment toute leur campagne de formation, mais aussi peut-être les campagnes de phishing. Vous le savez peut-être certainement chez nous que c'est par ce biais-là et par cet outil-là qu'on organise un peu ces campagnes de phishing, qui sont donc en fait des faux emails qu'on envoie et puis qui nous permettent un peu de tester la bonne réaction de tous les leucomates, de savoir que s'il y a un email qui semble louche, c'est de poser la question dans le canal spam
dans Teams. Et puis, ne surtout pas cliquer sur un lien, plutôt passer sa souris sur les liens pour essayer de voir si en passant sur la souris, il y a l'intitulé exact du lien qui peut peut-être faire penser que c'est soit le bon lien, soit pas vraiment le bon lien. Donc voilà, c'est toutes ces petites actions et peut-être ces petits rappels qui sont importants de garder en tête. Et puis, bah, voilà, on organise aussi des workshops en entreprise, j'en ai déjà discuté. Mais ça fonctionne bien dans les petites entreprises ou ceux qui veulent vraiment essayer de favoriser les interactions avec un expert en cybersécurité. Et puis, ça permet vraiment de poser plein de questions. Ça permet de faire des démonstrations live de hacking qui sont souvent très parlantes. Ça nous est arrivé d'organiser des séances de workshop dans des entreprises. Les gens qui sont conviés à ces séances ne sont pas forcément ravis d'y être parce que voilà, c'est 1 heure, c'est 1 heure et demie, c'est peut-être une thématique qui les intéresse pas ou qui les concerne, ils ont l'impression un peu moins. Mais souvent, quand on fait ces formations en présentiel, quand les experts commencent par ces démonstrations live de hacking, où il se met avec 2 ordinateurs, l'ordinateur de l'attaquant, l'ordinateur de la victime, il dit, bah voilà, regardez, l'attaquant va envoyer tel email à la victime va le recevoir, va malheureusement cliquer sur le lien, elle aura l'impression qu'il ne se sera rien passé. Je vais vous montrer ce que ça va avoir comme impact et ce que l'attaquant va pouvoir faire avec cette action. Puis il montre effectivement le scénario. Et puis qu'à partir du moment où la personne a cliqué sur un lien ou a ouvert une pièce jointe, elle a peut-être l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais en fait, elle a donné le pouvoir d'action au hacker qui peut ensuite, du coup, rentrer dans l'ordinateur de la victime, regarder dans ses fichiers, lancer des actions. Il peut accéder à la caméra, il peut faire n'importe quelle action. Donc voilà, quand on montre en principe quand on fait ce genre de démonstration, souvent, c'est des choses qui permettent tout d'un coup de captiver puis de gagner l'attention des participants. Ensuite, sur la partie protection, voilà, on offre toute une série de services plutôt techniques, la possibilité de faire des audits ou des diagnostics des systèmes IT de nos clients, de réaliser des tests de pénétration pour voir si effectivement il y a des failles ou des vulnérabilités. On accompagne beaucoup de clients à écrire et à rédiger des directives ou des chartes, que ce soit des chartes de sécurité informatique ou des directives justement en matière de gestion de crise. Et puis, on a un volet très spécifique qui s'est installé, sur lequel on a pas mal de demandes de nos clients. C'est tout le volet sur la protection des données. Comme vous le savez, depuis quelques temps, il y avait cette loi européenne qui s'appelait la RGDP, qui était en place déjà depuis quelques années, sur lequel la Suisse s'est calquée pour mettre en place sa nouvelle loi sur la protection des données, qu'on voit des fois, l'acronyme c'est NLPD. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en vigueur depuis le 1er septembre 2023 et qui impose à toutes les entreprises d'avoir un certain niveau de conformité par rapport à cette loi et par rapport à cette gestion des protections des données. Pas mal de nos clients sont un peu perdus sur le sujet, ne savent pas exactement quelles sont les attentes et quelles sont les actions à entreprendre. Donc en fait, on s'est associé à une société qui s'appelle Legal Light, qui est aussi l'entreprise qui aide l'EUCO à faire tout ce travail-là. Et en fait, on a pas mal de mandats maintenant qu'on réalise chez nos clients pour les accompagner à rédiger et à se mettre en conformité par rapport à cette loi. Ensuite, sur la gestion de crise, en fait, c'est un service qui nous permet vraiment de proposer un accès à un prestataire qui va pouvoir, en cas de crise, vous accompagner nos clients pour gérer toute la crise. Et puis aussi, depuis quelques temps, on met en place aussi des workshops ou des bootcamps qui permettent en fait à nos clients de se préparer à une crise. C'est-à-dire qu'on a fait d'ailleurs le dernier event qui était un peu sur ce sujet-là, où finalement, en fait, nos clients vivent une expérience immersive de gestion de crise, et puis on leur apprend la bonne méthodologie et les bonnes actions à entreprendre. Donc c'est une façon de faire qui est assez intéressante, qui permet soit de l'organiser de façon en groupe, soit directement dans une entreprise. Une entreprise, elle peut nous dire, j'utilise ça pour ensuite faire le processus pour avoir un plan de crise, ou alors c'est parce qu'elles ont déjà un plan de gestion de crise qui semble être prévu, mais qui n'a jamais été testé parce qu'ils n'en ont pas encore vécu. Du coup, ils utilisent cette solution pour tester leurs équipes et du coup leurs procédures. Et enfin, voilà, le dernier volet, c'est le volet assurantiel qui nous permet finalement, avec nos contacts qu'on a avec les assureurs, d'organiser des appels d'offres. C'est-à-dire que finalement, on reçoit le dossier d'un client, on l'accompagne à répondre à toutes les questions qu'un assureur pourrait demander pour présenter un dossier aux assureurs. On pose cette question à plein d'assureurs différents, on récupère, on fait le comparatif, et à partir de ce comparatif qu'on présente à nos clients, on essaie de les accompagner vers le choix d'une assurance cyber qui viendra, comme je l'ai dit, un peu en dernier maillon. Donc voilà, c'est un service assez complet. J'espère que c'était assez clair sur ce que je vous ai dit et puis que vous avez maintenant un peu une meilleure vision de qu'est-ce que l'EUCO est capable de proposer sur cette thématique de la cybersécurité. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser soit maintenant, soit à la fin de la présentation. Je suis à votre disposition. Voilà, Alessandra.
Je te laisse la parole. Je crois que j'ai à peu près respecté mon temps de parole que j'avais imaginé pour ce sujet-là. Top, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a déjà des questions pour cette première partie ou est-ce que sinon on prendra à la fin? On va regarder pour la fin du coup. Alors, pour la partie risk management, donc ici aussi quelques chiffres et références. Donc on a à peu près une trentaine, même un peu plus, d'entreprises ou institutions pour lesquelles on fait de la gestion des risques. On a plus de 2000 risques qui sont répertoriés dans notre logiciel. Et puis, ça représente au total, depuis le début de l'ECO, plus de 300 de workshops pardon, qui ont été animés. Quelques références de clients clés. Donc, certains, ce sont des mandats un peu one-shot. D'autres, on les accompagne vraiment de manière annuelle, comme par exemple l'OCBS, le groupe hôtelier BOAS ou 022 Famille encore. Puis les Renault, par exemple, qui est une régie, on fait ça tous les 2 ans, parce que voilà, ils ont un besoin un peu plus light sur cette question. Donc, ce qu'on peut voir, c'est ça touche vraiment tout type d'entreprise. Principalement, nos clients risk management, ce sont des clients qui ont des subventions des cantons ou de l'État. Tout simplement parce qu'en fait, ils doivent rendre un rapport de gestion de risque pour justifier que tout est bien géré. Voilà un peu pour cette partie. Un petit rappel pour savoir un peu qu'est-ce que le risk management, qu'est-ce qu'une gestion des risques, bien sûr que tout le monde soit au clair avec ça. Donc, nous, on utilise la norme ISO 31000, pardon, qui est une norme assez complète qui prend vraiment en compte tous les risques. Il y a des normes qui prennent par exemple en considération uniquement des risques financiers. Celle-ci, ce n'est pas le cas. La définition du risque pour cette norme, le risque, c'est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs de l'organisation. Puis, qu'est-ce qu'il faut pour qu'en fait une bonne gestion des risques soit implémentée? Il faut avant tout un soutien de la direction. Si la direction n'est pas alignée avec cette procédure, avec tout le process et avec la démarche qui va ensuite, c'est sûr que la gestion des risques ne sera pas bonne. Ils seront face à un déni. On n'aura pas les résultats souhaités. Et puis, il faut avant tout une bonne communication en interne, bien expliquer pourquoi une gestion des risques est nécessaire, comment ça va fonctionner et tout ça. Il y a différentes façons de procéder à une gestion des risques. Nous, celle qu'on préfère, c'est avoir une approche ascendante pour être sûr, en fait, d'avoir vraiment, de répertorier tous les risques possibles. Donc, voilà, ceux qui sont sur le terrain ont une certaine connaissance des risques qu'ils côtoient au quotidien. La direction sera plutôt sur des risques stratégiques ou RH. Donc voilà, on aime bien avoir cette approche ascendante. Et comme je disais, il faut vraiment un alignement complet avec la stratégie de l'entreprise et des objectifs. Donc c'est une des premières choses qu'on fait lorsqu'on implémente une gestion des risques chez un client, c'est qu'on va discuter avec la direction, le CA, pour voir un peu quelle est leur stratégie et quels sont leurs objectifs pour qu'on soit bien aligné là-dessus et qu'on définisse aussi quel est leur appétit du risque, jusqu'où ils sont prêts à aller pour certains risques. Nous, on analyse 5 grandes catégories de risques. Donc, hop, ma souris est là, voilà. Donc, la première catégorie, ce sont les risques exogènes. Donc, c'est tout ce qui est environnement juridique, les changements climatiques, tout ce type de risques-là. Ensuite, on a les risques RH, donc tout ce qui est lié aux personnes, à la santé au travail. Les risques opérationnels, donc là, c'est vraiment lié au métier. Il y a aussi les risques IT qui sont intégrés là-dedans, donc tout ce qui est danger des équipements et de production. Puis les risques financiers, qui est une catégorie à part, donc les risques de marché, crédit, risques de liquidité, et les risques stratégiques également, donc tout ce qui est lié à la concurrence, par exemple, à l'environnement économique, politique et tout le reste. Donc ça, ce sont vraiment les 5 catégories qu'on va analyser lors de chaque mission risk management. Voilà. Et puis, quels sont les avantages d'une gestion des risques? Pourquoi implémenter une gestion des risques finalement?
Tout simplement, ça permet de réduire tout ce qui est effet dissuasif, pardon, des risques et ça augmente en fait, toute la confiance des clients, des fournisseurs et tout type de parties prenantes. Ça montre en fait qu'il y a quand même une certaine maîtrise des risques. Ça permet aussi de formaliser une certaine prise de risque, d'avoir vraiment quelque chose qui est bien défini. Ça permet de réduire les coûts également. Donc, si on voit qu'un risque est mal géré, ça peut très vite coûter très cher. Donc, on peut mettre en place des mesures de réduction, et puis, ce qui permettrait de réduire finalement le risque s'il devait survenir. Ça permet également d'obtenir d'être conforme aux exigences légales. Donc, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles les clients font justement, implémentent une gestion des risques. Et puis aussi, ça permet d'avoir un cadre, enfin, vraiment d'avoir du coup une gestion des risques avec une norme, donc une structure qui est bien définie, donc d'amener aussi plus de crédibilité à cette démarche-là. Et puis ça pousse à implémenter également un système de contrôle interne, chose que notre logiciel permet de faire aujourd'hui également. Quel est le processus finalement d'une analyse? C'est l'une des premières étapes, c'est bien sûr d'établir le contexte. Ensuite, une fois que cela est fait, on va identifier les risques, les analyser, ensuite les évaluer. Puis à la toute fin, une fois qu'on aura vraiment tout bien identifié, analysé, défini quels étaient les top risques, on va voir comment on peut les traiter. On verra après qu'il y a différentes façons de traiter les risques. Et puis une partie qui est importante et qui est à ne pas négliger, c'est cette partie-là qui est toute la partie communication. Après une gestion des risques, il est important de communiquer donc déjà à la direction et au CA, tout simplement parce que c'est eux qui portent la responsabilité finale en fait d'une gestion des risques. Et puis aussi de faire vivre cette gestion des risques. Sinon, c'est un rapport qui va finir un peu dans un tiroir et puis on la ressort l'année suivante quand on refait un audit. Donc c'est important de communiquer là-dessus. Là, je vais passer un peu plus en détail à travers les différentes étapes, comment on procède finalement pour établir un contexte. Lors de chaque début de mission, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord regarder les rapports d'activité. Donc, en général, on regarde les 2 derniers rapports d'activité pour vraiment bien comprendre le contexte, bien comprendre la structure. On va également bien analyser l'organigramme, comment l'organisation est structurée, quels sont nos différents parties prenantes, donc les interlocuteurs, qui est-ce qui va prendre le rôle de propriétaire de risque, donc qui c'est qui va porter cette responsabilité de certains risques finalement selon le type de risque. On va également analyser les états financiers des organisations, tout simplement pour voir, justement pour déjà identifier certains risques financiers et puis pour définir également une échelle financière qu'on utilisera lors de notre analyse de risque pour bien établir une gravité financière. Ensuite, une bonne partie du travail, ça va être un peu des recherches sur Internet pour voir ce qui s'est passé sur les années passées. Justement, il y a des choses qui sont sorties dans les médias, voilà, qui ont fait un peu certains scandales, voilà, qu'on pourrait identifier, ce qui nous permettrait d'identifier certains incidents qui pourraient faire l'objet de fiches de risque. Et puis, avant de commencer, vraiment, on a plusieurs échanges avec la direction, comme je disais, pour qu'il y ait vraiment un alignement avec le processus de gestion des risques et pour être sûr qu'on est tous dans la bonne direction. Une fois que le contexte est bien établi, c'est là qu'on peut vraiment commencer à faire l'analyse de risque. Donc, il y aura tout un travail en amont de notre part où on va essayer de faire un inventaire le plus complet possible des risques qu'on peut imaginer selon le secteur d'activité de l'organisation, selon ce qu'on a pu trouver sur Internet dans le rapport d'activité. Donc, on va arriver déjà chez le client avec une proposition. Et puis, en général, on arrive avec entre 40 à 60 risques selon le secteur d'activité. Et puis, du coup, donc ça, c'est un exemple de fiche de risque que j'ai pris, par exemple, incendie-explosion. Donc, nous, on rentre déjà la référence. Et puis ensuite, toute cette partie-là va être complétée
avec le client dans la partie information. C'est là où on va discuter et on va voir si c'est des choses qui se sont produites, si en historique, quelles pourraient être les causes et les conséquences de ce risque-là, si ça devait se produire, etc. Donc, une fois que nous, on a fait ce travail en amont, on va organiser des workshops avec tous les différents propriétaires de risque. En général, il y en a à peu près une dizaine. Après, ça dépend encore une fois de la structure de l'entreprise. Nous, on aime bien faire ces ateliers en one-to-one. Comme je disais, c'est une approche bottom-up qui permet vraiment un échange assez libre avec la personne. On a déjà fait sur certains clients, puisque c'était leur souhait, des séances avec la direction et le responsable, enfin, le propriétaire du risque, donc un autre responsable. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une certaine crainte un peu de discuter de certains sujets qui peuvent être un peu plus délicats face à un directeur ou une directrice. Donc, on voit que c'est pas l'idéal. Puis souvent, la gestion des risques, du coup, n'est pas non plus n'est pas aboutie. Donc, on va vraiment nous identifier tout ce qui est aléa négatif. Donc, on a fait le choix d'aller vraiment uniquement sur les aléas négatifs qui pourraient impacter une organisation et qui pourraient mettre en péril l'entreprise. Donc, comme je disais, on va déterminer. Est-ce que je suis le seul à avoir perdu Alessandra? Ouais, non. Alessandra, on t'entend plus. Hein. Ah, t'as perdu, ouais. Il y a 10 secondes à peu près. Ça sentait un peu le micro pourri ou un truc comme ça. Il y a eu une première alerte sur ton micro et puis et tout d'un coup, là, je crois qu'on t'entend plus. Un manque de batterie dans un casque ou un truc, je sais pas. Ah non, t'as pas un casque. Non, elle est dans la salle à Letch, on dirait. C'est un test Non, before, c'est pas peut-être. Ledge, ça. Exact. Il y a un attaquant qui a pris possession de l'ordinateur d'Alessandra, qui nous montre qu'il peut couper son micro s'il veut. Ah, c'est les petits aléas du direct. Vous m'entendez? Ah, ça y est, le son est revenu. Voilà. J'ai laissé tomber l'écran et puis je vais faire sur mon PC directement, du coup. Pardon. Alors, je vais repartager mon écran. Pas de souci. Merci, Alessandra. Voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y a de nouveau des problèmes de son. Ouais, non, mais là, c'est tout bon. On t'entend bien. Du coup, Et on voit la présentation, là. vous m'avez perdu il y a longtemps. Enfin, à quel moment? Non, il y a 10 secondes, là. Je pense que les 10 dernières secondes où tu veux commenter cette slide, c'est ça qui l'a manqué. Ok, d'accord. Bon, je vais reprendre à peu près au milieu de ma slide. Merci beaucoup. Alors, comme je disais, donc on détermine tout ce qui est causes et conséquences de chaque risque. Pour essayer de scorer chaque risque, on imagine le scénario catastrophe, vraiment. Et puis, on va définir ce qu'on appelle un risque initial, donc un score initial, à l'aide de différentes échelles. Donc, on va regarder la gravité environnementale, la gravité financière, donc avec une échelle qu'on aura justement définie avec le client selon ses capacités financières, et une gravité image, une gravité personne. Donc la gravité image, c'est vraiment sur la réputation de l'entreprise, et les personnes, là, on va vraiment regarder les collaborateurs et collaboratrices. Ce ne sera pas forcément les clients pour l'entreprise ou autre. C'est vraiment les collaborateurs. Donc ça, ce sont les 4 échelles qu'on analyse à chaque fois. On va définir pour chaque risque une fréquence. Donc, quelle est la fréquence à laquelle ce risque-là pourrait se produire. Donc, on va de fréquence, donc 3 fois par année, ça veut dire que c'est un risque qui est là tout le temps, qui pourrait se produire tous les jours.
probable une fois par année, ensuite tous les 3 ans, tous les 8 ans, tous les 10 ans. C'est notre échelle de fréquence. Puis ensuite, la gravité, voilà, environnementale, financière, image, tout dépendra voilà, la gravité financière, on peut la personnaliser. Mais en général, ça va de aucun impact à désastreux. Donc, pour la gravité personne, par exemple, désastreux, ça voudrait dire qu'on pourrait aller jusqu'au décès d'une personne. Voilà pour cette partie. Une fois qu'on a scoré notre risque initial, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui est mis en place pour réduire ce risque-là. Donc, on va saisir toutes les mesures de réduction, toujours sur cette même fiche de risque, et on va définir un statut. Est-ce que cette mesure de réduction, elle est déjà en place? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà intégré dans l'entreprise? Est-ce que c'est en cours d'implémentation? Est-ce que c'est une mesure qui est proposée? Donc, pendant notre workshop avec la personne, voilà, c'est lors de la discussion, il y a cet élément qui ressort. On peut dire, ah bah oui, ça peut être une mesure de réduction qui pourrait faire sens pour l'entreprise à mettre en place afin de réduire ce risque-là, ou tout simplement en refuser, parce que ça arrive aussi très souvent que on sait très bien que pour réduire ce risque-là, il faudrait qu'on mette en place cette mesure. Par contre, c'est pas réalisable pour différentes raisons dans l'entreprise. On définit toutes ces mesures-là. Donc, c'est un peu la valeur ajoutée du workshop. C'est vraiment, ça se fait sur une base de discussion. Et puis, on va, sur toutes les mesures qui sont en cours d'implémentation et en proposée, on va également définir un peu une priorité. Ce qui va permettre par la suite de définir un plan d'action pour chaque propriétaire de risque pour justement faire un peu vivre cette gestion des risques durant l'année. Et puis, comme je disais, notre logiciel peut aussi intégrer tout ce qui est système de contrôle interne, c'est-à-dire que pour chaque mesure de réduction, on peut très bien cocher et dire ça, c'est une mesure de système de contrôle interne. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, toujours sur cette même fiche de risque, on va ensuite définir quel est le risque résiduel. Donc ça se fait avec une discussion également. On va justement regarder combien de mesures sont en place. On va se dire, OK, est-ce que ce risque-là, aujourd'hui, il est maîtrisé, oui ou non? Et on va définir, voilà, il y aura un facteur de réduction finalement qui sera appliqué selon ce qu'on décide. Si le risque on estime que tout est très bien maîtrisé, on va dire que toutes les mesures sont très efficaces. Donc, ce sera un facteur de 0,2. Et donc, notre score initial, par exemple, si je prends le désastreux, le 20 ici, il sera multiplié par 0,2, ce qui nous donnera 12. Et puis ça veut dire que sur la gravité financière, on aura un score résiduel, donc après mitigation des risques et application des mesures de réduction, de 12. Donc, c'est ces scores résiduels qu'on va regarder pour faire un peu une conclusion ensuite pour voir quels sont les risques principaux de l'entreprise. Et puis, on va faire ce raisonnement-là sur toutes les gravités. Sur la ligne du dessus, on peut également rentrer que lorsqu'il y a une couverture d'assurance qui peut être appliquée pour ce risque-là. Lorsqu'on a une couverture d'assurance, le risque financier diminue de manière importante, forcément parce que c'est un risque financièrement qui est un peu moins important, étant donné qu'on a un assureur derrière qui pourra prendre en charge le sinistre. Par contre, ça peut être différent sur tout ce qui est gravité, image ou personne. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on peut aussi, voilà, on peut traiter le risque. Donc, en gestion des risques, il y a différentes façons de traiter le risque et ça dépend aussi de chaque organisation. Jusqu'où ils sont prêts, donc ça a un lien avec leur appétit pour le risque. Ils peuvent très bien décider d'éviter un risque, donc de renoncer par exemple à une activité ou à une part du marché. Donc après, réduire la probabilité et l'impact du risque, donc ça c'est la fréquence et la gravité qu'on a vu tout à l'heure. De transférer le risque, donc par exemple de transférer à un assureur, ce risque-là, par exemple. De le retenir, donc de dire ok, c'est un risque qu'on va accepter, qu'on va garder pour nous, ou de l'accepter, de dire bon il est là, mais on fait avec. Donc ça va avec un peu les opportunités qui peuvent se présenter.
Donc ça, tout dépend de chaque entreprise et de son appétit pour le risque. Et puis, hop, j'arrive plus à passer. Voilà. Et puis, comme je disais au tout début, la dernière partie plus importante, c'est la communication. C'est que nous, après chaque mission, donc une fois qu'on a fait toute cette analyse-là, on va faire un rapport de gestion des risques. On va intégrer une matrice des risques assez complète. Donc là, ici, il y a un exemple de risque radar, comme on appelle, où pour chaque gravité, donc là, c'est un exemple sur l'axe financier, on va et le risque résiduel, et puis l'écart entre les deux, finalement, c'est l'effort qui a été fourni par l'entreprise pour gérer ce risque-là. On va faire ça pour chaque gravité, on va faire un classement, on va un peu faire nos conclusions, dire OK, il y a ça qu'il faut faire attention, expliquer aussi pourquoi. Et puis, dans ce rapport, on va également faire une première ébauche de plan d'action à l'aide justement des mesures qui sont en cours d'implémentation ou en place pour chaque propriétaire de risque. Et puis, on va également leur transférer tous les risques, enfin, toutes les fiches de risque complètes. Donc, on va donner ça au CA et à la direction. Puis ensuite, il y a souvent une présentation qui se fait au CA pour justement discuter de tous ces risques-là. Là, un petit peu pour comment nos mandats se déroulent. Dans nos offres, enfin dans nos offres de services, on a un peu deux modules. Donc, le premier module, c'est vraiment l'audit complet, comme je vous l'ai expliqué, donc en faisant toutes ces étapes. Et puis, dans le deuxième module, c'est plutôt un accompagnement des propriétaires de risque. Donc, le deuxième module se fait uniquement une fois qu'on a quand même fait un premier audit complet. On ne peut pas le faire sans. Et puis après, finalement, c'est un suivi annuel qu'on peut faire ça de manière donc soit annuelle, trimestrielle, mensuelle, tout dépend du client et de son souhait, où on va justement aller plus loin dans le plan d'action, vraiment pour les aider à mettre en place toutes ces actions avec les deadlines et tout ça. On va refaire régulièrement des workshops avec les différents propriétaires de risques pour continuer un peu à alimenter cette gestion des risques. Et on va aussi travailler sur la remontée d'incidents. Donc, c'est quelque chose que le logiciel peut très bien aussi intégrer. On peut très bien noter des incidents qui peuvent se produire au quotidien. Et puis ça permet de nourrir toute gestion des risques lorsqu'on fait une revue complète, une fois par année. Voilà un peu pour les offres. Et puis, tout ça, nous, on fait ça à travers l'outil Risk Mastering. Donc, c'est un outil qui est développé par l'ECO. C'est un outil qui est disponible en ligne. Il n'y a pas besoin de licence ou quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose qui est facilement accessible. Et il est assez complet. Il permet d'avoir justement une représentation graphique avec la cartographie des risques. Il y a des notifications automatiques qui se font pour chaque propriétaire de risque lorsqu'ils ont des mesures à mettre en place. On peut faire des exports assez complets. Puis, comme je disais, il y a toute une partie remontée d'incidents qui est disponible également dans l'outil. Voilà. Donc, moi, j'ai terminé pour un peu cette partie-là. Est-ce que je vais quitter le mode présentation pour vous voir, du coup. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, que ce soit pour Lionel ou moi? Je vois pas de main levée. Non, ça doit être questions bon. ou qui ose poser une question. C'est que c'était très clair ce qu'on a expliqué, quoi. Si vous avez des questions après coup, vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à venir vers nous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Ouais. Merci à tous. Merci à tous. Si c'est tout bon pour tout le monde, effectivement, je vais couper l'enregistrement et puis on va arrêter la présentation. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci. Bye bye.